Bonjour à tous, donc Flora Limache pour l'association France Biocontrôle. Donc je vous remercie pour les présentations. Je voulais juste de manière générale dire que effectivement le biocontrôle c'est une des solutions pour la transition agroécologique, que ce n'est pas nouveau puisque la plupart des solutions sont issues de la nature, donc existent déjà depuis très longtemps. Et que le biocontrôle est utilisé également depuis au moins une quinzaine d'années et se développe de plus en plus. Cependant, il connaît un plafonnement. Donc, effectivement, vous avez mentionné en viticulture ou en grande culture un plafonnement, enfin, une limite de la réduction des... On atteint un palier, enfin, on n'arrive pas à baisser plus les IFT. Donc, effectivement, il faudrait travailler davantage sur les leviers en associant davantage les solutions de biocontrôle. Et c'est ce que nous, on voudrait faire aussi pour certaines filières, avec d'autres leviers de la transition. Et puis, je voulais aussi mentionner que là, on parle de risque pour l'agriculteur, enfin de risque économique, mais qu'avec le biocontrôle et d'autres alternatives, on diminue le risque pour la santé, l'environnement et la biodiversité. Donc voilà, c'est aussi important, je pense, de ne pas l'oublier. Donc voilà, nous, on est là. On a des solutions qui arrivent aussi, notamment en grande culture. Il y a 3 nouvelles solutions qui sont arrivées il y a peu de temps, et puis d'autres dans d'autres filières. Donc on est là pour travailler aussi avec les acteurs. Ok, oui, Laurent, si tu veux une réponse. C'est pas vraiment une question, mais je vais essayer de répondre quand même. Donc effectivement, le biocontrôle, alors je ne me suis pas attardé dessus parce que voilà, il n'y a pas le temps, mais on a aussi, et enfin, si vous allez voir les articles dessus, sur le biocontrôle, nous on a essayé aussi de regarder par rapport à ces baisses, est-ce que c'était de la substitution ou pas, quoi, ce qui est une question pas facile forcément à répondre dans les données. Et donc, on a vu qu'il y avait une partie qui était de la substitution. Alors, si on rentre un peu dans le détail, notamment pour l'oïdium de la vigne, parce qu'il y a le soufre, etc. Enfin, en vigne, le 80% du biocontrôle, c'est du soufre. Hein. Voilà. D'abord, il faut planter le débat. Et ensuite, après, pour ce qui est des solutions de biocontrôle, plutôt pour le mildiou, qui, je crois, intéresse un peu ici, on était plutôt sur du rajout que la substitution, même si la question n'est pas forcément facile à traiter. Donc effectivement, je suis dans votre sens, on est aussi en attente de nouvelles solutions et de nouvelles connaissances qui permettent d'implémenter le biocontrôle de façon plus efficace et plus efficiente. Et d'ailleurs, il y a un séminaire bientôt sur le biocontrôle en viticulture à Bordeaux, donc je vous encourage à y participer. Yann, une petite question, puis ensuite on va enchaîner. Oui, bonjour. Yann Reynaud à INRAE. J'ai une question pour Laurent, une question pour Corentin. Laurent, j'ai été vraiment marqué par tes camemberts où on voit vraiment une stabilité quelles que soient les stratégies ou les positionnements finalement des attaques fongiques. Enfin, je me demande s'il ne faudrait pas insister plus dessus parce que ça renvoie quand même à quelque chose sur le fait que finalement, on est très stable. C'est comme si c'était indépendant, quelque part, des situations dans lesquelles sont les agriculteurs, ou du moins de leurs efforts de réduction, etc. Comment tu interprètes ça, si on insiste un peu plus là-dessus ? Oui, je pense que c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est un peu indépendant des efforts qu'ils font. Alors après, pourquoi c'est comme ça? C'est un peu normal aussi, parce que c'est la vraie vie, c'est-à-dire que les gens, ils vont pas perdre. Enfin, c'est des entrepreneurs enfin, il faut qu'ils produisent, il faut qu'ils récoltent, voilà. Donc forcément, ils adaptent aussi leur système pour récolter. Donc c'est logique que finalement, on n'ait pas une catégorie de trajectoire qui s'effondre complètement en termes de maîtrise sanitaire. Mais ça montre qu'effectivement, on peut avoir une trajectoire de réduction des phytos dans une certaine mesure, je rajoute quand même toujours ça, sans baisser effectivement les problématiques de maîtrise sanitaire. Alors c'est stable, peut-être que c'est aussi un effet un peu du grand nombre quand même, hein, qui montre, parce que le camembert, il mettait, c'était donc 4 ans fois 415, donc il y avait en tout 1000 et quelques points. Enfin voilà, on avait enlevé quelques pressions parasitaires faibles, mais donc c'était donc c'est pas des résultats qui sont totalement illogiques, mais il faut encore les montrer. Donc on peut réduire dans une certaine mesure pour certaines catégories sans affecter la maîtrise sanitaire.
Ok, merci. Et alors ma deuxième question pour Corentin, c'était sur Mokoriba, que je connaissais pas. Qu'est-ce que voit l'agriculteur, par exemple, s'il participe et qu'il rentre un certain nombre de données, qu'il veut se comparer à ses voisins? Moi, ça me renvoie aux questions de nudge, de normes sociales sur lesquelles j'ai un peu travaillé. Et qu'est-ce qu'il voit justement de ce que font les autres et comment il se situe? Est-ce qu'on le compare à des moyennes ou plutôt à des distributions complètes ou... En fait, on a un modèle de... Ce qu'il voit, c'est une population, d'abord. Et pour trouver cette population de comparables, on va chercher des gens qui sont en dessous d'une certaine distance environnementale. D'accord? Cette distance environnementale, ça vient d'un modèle qu'on a fait sur les rendements, qui nous permet de déterminer quelles sont les variables importantes pour déterminer le rendement. Et à partir de ces différentes variables qui sont, et suivant leur importance, on va déterminer le fait que les gens soient plus ou moins différents de la ferme, enfin de la localisation qu'on a indiquée au départ. Et donc quand on va rentrer une localisation, on va trouver les fermes de défi qui sont les plus proches en termes de météo, en termes de sol, en fonction des différentes choses. Et c'est cette population qu'on va représenter dans les box plots. D'accord, avec des quantiles. Là, c'est des quantiles de 2,5%, 25%, 50, 75 et symétriques. Voilà. J'espère que ça répond clairement. Alors juste un petit complément de réponse. Après, sinon, je pense que les questions, on les gardera pour la séance d'échange. C'était un complément de réponse là, par rapport à la question sur la stabilité des résultats notamment de rendement ou de maîtrise qu'on peut rencontrer, qui peuvent paraître surprenants par rapport à la trajectoire phytosanitaire. De mon côté, je suis donc collègue de Laurent dans le réseau Défi. Je travaille sur la valorisation des données du réseau. Et j'ai l'impression qu'on retrouve quand même dans le réseau des fondamentaux d'agronomie qui sont les composantes du rendement. On sait que le rendement il est d'abord déterminé par la météo, l'ensoleillement, etc., la nutrition hydrique, ensuite déterminé par la nutrition azotée qu'il va y avoir, et enfin, au bout de chaîne, dans la construction du rendement, on a la variabilité qui est liée aux bioagresseurs, aux différents bioagresseurs. Donc c'est aussi comme ça, quelque part, que j'interpréterais les résultats que Laurent a pu présenter. C'est que oui, on a des agriculteurs qui sont en conditions réelles, donc qui ne vont pas se mettre forcément en danger, en réduisant l'utilisation de phyto, mais il faut aussi se rendre compte que leurs pertes de rendement, elles viennent aussi souvent de beaucoup d'autres facteurs qui viennent prioritairement dans la construction du rendement. Si tu es d'accord, Laurent. Alors, même il y a peut-être un petit effet d'engagement en plus, dans la mesure, encore plus en bout de chaîne, dans la mesure où quand on s'engage pour réduire, on n'a pas forcément envie de dire qu'on s'est planté. Merci, merci Corentin et Laurent. Oui, Dominique Jonville, BSF. Donc j'ai vu que c'était compliqué en fait par rapport à l'imagerie en fait au niveau de la vendange, au niveau des vignes. Mais est-ce qu'on a un avis en fait des assureurs sur, alors c'est peut-être pas la réponse, ne sera peut-être pas liée à l'animateur, hein, des assureurs dans la salle en fait par rapport à l'estimation de rendement qui se font en fait par satellite sur les grandes cultures. Effectivement, moi j'avais pas abordé ce thème-là, je voulais le dire en conclusion et j'ai oublié. Les choses sont sans doute plus simples en grande culture parce qu'on a un couvert végétal qui est plus continu et sur lequel il est plus facile aussi de voir, voir des pertes de rendement. Mais j'ai pas d'expérience là-dessus. Il y a un assureur qui veut répondre. Ouais. Antoine Delabrosse et puis. Oui, bonjour, Antoine Delabrosse, BC Agro. Nous, on a un conseil en assurance et on fait de l'assurance paramétrique sur les grandes cultures agricoles. On commence à travailler un peu sur la viticulture. Aujourd'hui, effectivement, nos clients, ce sont des organismes stockeurs, donc des coopératives agricoles et des négoces. Et on met en place des programmes de soutien financier auprès des agriculteurs et qui font travailler des modèles qui sont sur de la biomasse. Donc on est capable aujourd'hui, à la maille de la parcelle, d'estimer effectivement des valeurs de NDVI et de définir effectivement si des cultures sont à maintenir ou à retourner et estimer des niveaux de rendement. Alors c'est vrai que c'est simplement plus facile dans la grande culture compte tenu du couvert végétal qui est très différent sur la vigne. Mais voilà, il faut avancer. Voilà, il faut se servir un peu de ces expériences pour
essayer de les dupliquer sur la vigne. Mais voilà, on mesure en fait l'écart qui est entre les deux quand même. Merci. Je rajouterais que le NDVI, ça commence à se faire aussi en routine en viticulture, hein. Après, moi, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai entendu peut-être tout et son contraire sur le lien en vigne, hein, entre la vigueur, le NDVI et le rendement. Mais peut-être que je vois... Dis-moi, n'hésitez pas à me contredire si je dis faux, mais j'ai l'impression d'avoir entendu un peu tout et son contraire, hein. Donc, alors, sans trop m'avancer, oui, juste, alors oui, vas-y. Non, Dimitri. mais moi, en fait, côté assurance, vous dire que le sujet de l'évaluation du rendement, c'est un sujet qui est compliqué. Aujourd'hui, notre approche, elle est systématiquement, à part sur le sujet des prairies, où on a une garantie paramétrique qui nous donne des biomasses et puis qui extrapole un indice de perte, mais qui ne donne pas vraiment de rendement. On est sur des estimations systématiques au champ. Donc nos experts peuvent utiliser des outils qui leur donnent des biomasses, des hétérogénéités intraparcellaires, et donc ils vont faire des comptages sur chaque zone. Ça leur permet finalement d'avoir une approche un peu plus fine et de faire moins d'échantillonnage, ou en tout cas que leur échantillonnage soit représentatif. Mais systématiquement, on est sur une décomposition, tant sur la partie grande culture que sur la partie viticulture. Et donc tout cela nous amène, avec Marc ou Ambre l'évoquait, on a des sujets, si on veut avancer sur des garanties paramétriques d'obtention des historiques de données de rendement. Et ça nous a amené avec Marion à nous poser des questions tout à l'heure sur les fermes défis et sur la possibilité demain, peut-être dans les expérimentations qui seront faites, d'aller chercher ces données de rendement qu'on n'a pas aujourd'hui, si j'ai bien compris. Donc l'évaluation du rendement, c'est un sujet hyper complexe côté assureur. Peut-être très rapidement, juste Corentin aussi veut préciser, par rapport à ta remarque, Jean-Pierre, sur le NDVI rendement, il y a un lien quand même. Voilà, je pense que le NDVI, c'est une donnée qui va être une composante de l'estimation du rendement. Ce lien, il n'est pas fort, mais je parle aussi sous le contrôle des collègues de la vigne. Plus on a de NDVI, plus on a de chances d'avoir des vignes fertiles, et plus on a aussi de chances d'avoir des zones atteintes par la maladie. Voilà. C'est un petit peu corrélé. Et par contre, ça ne se joue pas de manière systématique, très clairement. Corentin. Et c'est un peu la même chose en grande culture, hein. Autant avoir des niveaux généraux de rendement, ça peut marcher avec le NDVI, autant on a eu quelques ratages spectaculaires quand même, hein. Parce que ça arrive qu'il y ait, de manière générale, en grande culture, en blé, la biomasse est très corrélée au rendement, mais il peut y avoir des exceptions, et du coup, ça s'applique aussi au NDVI avec une marge d'erreur un peu augmentée, quoi. Sinon, par rapport à l'intervention qui vient d'être faite sur les rendements en ferme défi, les rendements en ferme défi, ils sont présents. J'ai l'impression que c'était pas super clair dans l'intervention. On a tous les rendements en ferme défi, et c'est bien pour ça qu'on peut après nous essayer de voir quel est le lien entre présence de bioagresseurs, pratique, et puis rendement derrière, avec la diversité qu'il y a dans les grandes cultures, qui n'est pas forcément en vigne et qui rend les choses un petit peu plus compliquées, puisque parfois on a des surfaces qui ne sont pas très très importantes sur certaines cultures. Alors je ne sais pas, peut-être Laurent voudra préciser, mais la vigne a un caractère un peu spécifique par rapport à ça, parce que les rendements sont contrôlés, donc, et puis très variables d'un niveau d'appellation à l'autre. Et je pense que c'est une donnée qui manque en fait en viticulture. C'est pour ça que vous avez plutôt ciblé l'objectif de rendement, en fait, hein. Vas-y, oui, Laurent. Oui, effectivement, c'est pour ça qu'on a ciblé l'objectif, parce qu'il y a des rendements très variables déjà dans l'expression, ça a été dit, du rendement. Et dans l'objectif, on peut avoir un objectif qui est inférieur à l'objectif de l'appellation. On a des appellations qui ont des objectifs qui sont très différents. Et en plus, au niveau du réseau défi, on a l'échelle du système de culture, donc dans l'assemblage de parcelles. Donc effectivement, une valeur de rendement, elle n'a pas tellement de sens par rapport à ce qu'on veut faire, et on est plus sur l'objectif finalement global de l'agriculteur par rapport à lui, à sa rentabilité et l'atteinte de l'objectif. Donc on a effectivement pas de possibilité d'avoir ces valeurs précises, quoi. On a des valeurs, mais qui ne sont pas très interprétables.
est-ce que je peux profiter d'avoir le micro pour poser une question ou pas? Bien sûr. Donc j'avais deux questions pour Luc. Alors c'était une question de compréhension sur les faux positifs et les faux négatifs là. Je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais il m'a semblé que les cas où il y avait présence de maladie, il y en avait quasiment autant qui étaient détectés que pas détectés. Est-ce que j'ai mal compris, ou est-ce que 3% à 4,9%, le reste c'était en fait des cas négatifs finalement au niveau du vignoble et qui étaient détectés ou pas? Mais est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que j'ai pas bien compris? C'est possible. Donc ça fait quand même pas mal parce que c'est 2 tiers, 1 tiers à peu près. Donc c'est quand même effectivement, il me semble, important. Peut-être on peut revenir sur la diapo. Ouais, c'est pour être sûr que j'ai bien compris. Oui. Mais, et après, j'avais une autre question. Ouais, c'était ça, les 3%. Ouais, c'est ça. Donc en fait, les 4,9, c'est ceux qui sont positifs et qui sont bien détectés. Et les faux négatifs, c'est ceux qui sont positifs mais qui ne sont pas détectés. Oui. Donc c'est quand même c'est un peu masqué par rapport aux sauts qui sont négatifs, mais ça fait quand même des... Oui, c'est un peu masqué, mais par rapport à la dynamique, puisque ça, en fait, c'est fait sur toute la campagne. Donc, ça nous permet quand même d'arriver à avoir une appréciation, au moins de la première apparition, qui est quand même beaucoup plus précise que ce qu'on pouvait avoir. Parce que le risque, effectivement, c'est que si on rate un peu le début, c'est qu'après on traite beaucoup plus que ce qu'il le faudrait, donc effectivement ça entraîne c'est un peu le problème qu'on a surtout sur les... De toute façon, c'est d'une part le risque, et la question c'est bien d'amener les viticulteurs à traiter le plus tard possible sans s'exposer de façon excessive, sachant que de toute façon c'est clairement complètement rédhibitoire pour eux, puisque vous l'avez vu si on regarde les dynamiques, on est sur des dynamiques qui sont de propagation du mildiou qui sont toujours extrêmement rapides. Et ce qui fait que clairement, si on n'a pas traité avant pour casser cette dynamique, on a une propagation de la maladie, et ensuite on va avoir des dommages qui vont être très difficiles à enrayer. Et sans monopoliser la parole, ma deuxième question, c'était est-ce que du coup, savoir s'il faut traiter ou pas, comment est pris en fait les armes dont dispose le viticulteur et les choix qu'il fait en termes de produits, les biocontrôles, enfin voilà, donc c'est effectivement cette différence, les armes qu'on a, la lutte n'est pas... Je vais renvoyer la question à Marc, puisque c'est lui le... C'est gentil. Ouais. Non, voilà. Enfin, l'idée c'est d'identifier de manière simple en fait ces jours de calendrier avec des couleurs différentes. Dans l'exemple que tu as montré, il n'y a pas de rouge. En fait, il y a juste du orange. Voilà. Mais donc après, effectivement, on va décliner cette information en reprenant un petit peu ce qu'on a déjà fait dans le processus de traitement assurable pour positionner des types de produits, notamment les biocontrôles, en fonction de ces périodes de risque. Voilà. On va essayer de ne pas les jouer sur des périodes de risque rouge où tout indique qu'il va y avoir de fortes contaminations. Donc voilà, ce sont des informations qui doivent être déclinées ensuite à partir de cela. Est-ce qu'il y a... Oui, une question là-bas. Et une autre, oui. Merci François Mariette, Coperle. C'était une question pour Monsieur Corentin Barbu à propos de Mocoriba. Si j'ai bien compris, le modèle actuellement, alors, il ne prendrait en compte que la partie insecticide et fongicide et pas les herbicides, ou est-ce que j'ai mal compris? Alors, ça dépend de quel modèle vous parlez. De Mocoriba. Non, mais Mocoriba, c'est pas un modèle, c'est un projet, donc il y a plein de choses dedans. Donc, ce qui est présenté aux agriculteurs dans l'interface, le démonstrateur que j'ai montré, là, il y a tout. On met un maximum d'informations. Après, par contre, dans les modèles de rendement, on les prend ou pas, et en tout cas, on ne peut pas faire l'équilibre entre présence des bioagresseurs et traitement par rapport aux mauvaises herbes, puisqu'on n'a pas la donnée sur la mauvaise herbe. Et c'est ça la limite. Oui, bonjour, merci. Donc Arnaud Lagriffoul, Société de Sangos. Donc j'ai 2 questions pour Luc. Je ne sais pas où il est là. Donc une qui a été posée juste avant, mais j'aimerais rebondir. La première, c'est il existe un outil développé par IFV qui ressemble un petit peu, qui permet de se comparer à ses voisins.
J'ai mangé le nom, je l'ai oublié. C'est DevOps. Oui, c'est DevOps, voilà. exactement. Donc, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que les deux outils sont associés ou alors interopérables? La deuxième question, c'était justement par rapport au plan de traitement, comment vous allez intégrer des produits de biocontrôle dont l'efficacité peut-être est plus challengée que des produits conventionnels. Comment vous voulez les positionner? Et est-ce que vous allez travailler avec toutes les bases de données qui ont déjà été générées par IFV sur l'efficacité de différents produits de biocontrôle, qui ne sont pas forcément les mêmes, sachant que dans certains cas, et même sur le mildiou, on peut avoir des produits de biocontrôle que l'on peut positionner aussi en période de forte intensité, mais de manière très précise et modérée. Voilà, c'est deux questions principales. Luc, tu veux répondre? Bon, oui, DevOps, c'est pas tout à fait un outil IFV, c'est développé dans le cadre de Vitirev. On travaille avec Antoine Verpi, le gédon du Libournais, là, qui est à la manœuvre sur tout ça. Et donc DevOps est interfacé avec DeciThread, c'est-à-dire les traitements qui sont rentrés dans l'outil d'aide à la décision DeciThread développé par l'IFV sont intégrables dans DevOps. Donc oui, effectivement, l'idée, c'est de s'appuyer sur tous ces outils, de faire converger ces informations pour rassembler toutes ces informations. Si on revient sur l'autre aspect de la question, si je ne me trompe pas, je pense que ça reste aussi en aval. C'est comme aussi pour la question des produits, des types de produits biocontrôle. Là, l'outil présenté par Luc, c'est un outil d'évaluation du risque. Voilà, déjà d'évaluation du risque. Et à partir de là, on doit décliner effectivement les stratégies de traitement. Là, on a un protocole cahier des charges PTA qui a été développé dans le cadre de Vitirev avec un certain niveau d'efficacité. Il n'est pas parfait. On est passé un peu vite dessus ce matin. Ça a très bien marché 3 années de pression moyenne à forte. Et puis 2022, pression très faible. On a eu un assez gros échec sur une attaque locale très très forte. Donc c'est des outils qui sont à l'aval de cette évaluation de risque. Et donc effectivement, on va collaborer avec Diagorisque pour intégrer cette évaluation du risque faite par l'approche statistique qui vous a été présentée comme outil de pilotage de parcelles et d'enregistrement traçabilité. Je ne sais pas si j'ai répondu à tous les aspects de la question. Sur l'aspect produit biocontrôle, effectivement, pour l'instant, comme je disais, dans le processus du PTA, on n'a pas fait d'évaluation spécifique produit par produit, mais disons, comme je disais tout à l'heure, sur des périodes de risque très forts, sur un produit qui aurait une efficacité trop faible s'il est utilisé, c'est évident qu'un assureur ne voudra pas couvrir s'il y a une prise de risque trop forte. Voilà, donc c'est un petit peu avec tout ça qu'il faut arriver à jongler. Et un des objectifs dans le cadre du projet, c'est d'intégrer toutes ces informations pour effectivement faire une interface de pilotage et de traçabilité pour garantir la confiance entre l'assureur et l'assuré que ce qui nous semble cohérent et correct a été réalisé par le viticulteur en l'occurrence. Luc. Nathalie. Oui, bonjour à tous. Nathalie Gosselet pour la FOP, la Fédération des producteurs d'oléagineux et de protéagineux. Donc merci pour ces exposés, c'est vraiment très intéressant. Et je voulais juste rebondir sur un point que nous a présenté Corentin Barbu. Donc déjà bravo sur le fait qu'il y ait une thèse alors de Pablo, je suis désolée, j'ai pas retenu le nom de famille, mais sur l'assurabilité du colza robuste, ça me paraît vraiment très, très intéressant. Et nous, à la FOP, on serait très intéressés pour avoir des échanges là-dessus, en savoir un petit peu plus. Et je voulais juste rebondir sur un petit mot que vous avez dit à la fin de votre exposé, qu'on pourrait assurer le colza robuste pour un coût à peu près équivalent à celui de la multirisque climatique, si j'ai bien compris. Je voulais savoir si c'était quelque chose qui dans les hypothèses que vous avez faites, se rajoutait à la MRC ou venait en place, parce que déjà, la MRC, on voit qu'elle a un taux de diffusion d'environ un tiers auprès des producteurs de grandes cultures, plus ou moins. Donc si ça doit venir en plus, si ça doit être un coût en plus, il va falloir arriver à convaincre les agriculteurs que ça a vraiment un avantage pour eux, enfin un avantage, qu'ils ont vraiment un intérêt à y aller, que ça apportera plus de pérennité à leur exploitation. Et bon, ça peut dire que c'est au même coût que la MRC, c'est bien, mais ça peut déjà en soi être un frein quand même.
Je vais laisser Luc répondre, parce qu'il a Alors, largement moi, dirigé ce travail. Je vais revenir sur les présentations qu'on avait fait l'an dernier sur l'estimation du colza robuste qu'avait conduit Pablo Yepes-Llano. Hein. Voilà. Et donc, pour situer que ce qu'on voyait, c'est que le colza robuste amène en fait à une diminution du risque par rapport à une conduite conventionnelle. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on met en place un certain nombre de bonnes conduites qui font que les chances de succès de la culture s'améliorent. Donc, par contre, quand on couplait cette pratique de colza robuste avec une pratique de colza zéro insecticide, on arrivait sur un résultat qui était mitigé avec un accroissement du risque qu'on avait été capable de chiffrer, qui montre qu'en fait la situation est plus compliquée. Et donc, si on était sensu stricto sur du colza robuste, on aurait naturellement une diminution de la prime MRC, dans la mesure où on serait capable de définir effectivement ce qu'est une conduite en colza robuste et de valider que c'est bien ce qui a été mis en œuvre. Et quand on couple les deux, par contre, on va sur une augmentation de la prime. Sur une augmentation de la prime, mais qui correspondait de mémoire à un surcoût de l'ordre de 20-25 euros à l'hectare au niveau de l'exploitant. Martial ? Oui, en fait, les premiers résultats qu'on a obtenus, c'est que oui, avec les colza robustes, mais sans insecticide, on aura une augmentation mais faible des primes d'assurance. Mais il y aura aussi des gains causés par l'assureur en termes de réduction des coûts de traitement et des choses comme ça. Donc, en général, ça fait pour l'agriculteur, en termes de reste en charge pour lui, quelque chose pareil avec ça qu'il a avec le conventionnel, avec une assurance MRC habituelle qu'on est maintenant. C'est plus ça. Mais pas en plus de la MRC. Alors, ce qui se passe, c'est que le risque augmente. Du coup, la charge pour l'assureur, enfin la prime augmente. Mais il y a une partie qui est financée par la subvention, parce que c'est un risque subventionnable. Et en partie, du coup, il y a des économies réalisées. Donc, à ce stade, voilà, c'était le reste à charge, comme dit Pablo, qui serait approximativement équivalent. Bien sûr, il y a une hétérogénéité dans tout ça, au niveau de l'espace. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand même, contrairement à la vigne, les produits phytos sont un peu moins négligeables dans les coûts que ce qu'on peut avoir pour la vigne, puisque les marges ne sont pas tout à fait les mêmes. Et ça reste faible, mais ça peut quand même beaucoup plus facilement jouer dans les... il faut les prendre en compte quand on fait ce genre de calcul, quoi. Je vous propose qu'on s'arrête là, et s'il y a des questions, peut-être de profiter de la pause café pour en discuter.